Voici un inventaire des matériaux contenant de l'amiante au sein de l'Institut technique Étienne Lenoir d'Arlon. Un rapport précis qui détaille les travaux à effectuer et en fixe les priorités. Un rapport qui tendrait surtout à prouver que tout est sous contrôle dans cette école, et cela depuis longtemps. C'est en tout cas l'avis des responsables de cet établissement scolaire. Et pourtant, les plaintes s'accumulent sur le bureau de la justice arlonnaise. Les plaignants estiment au contraire que l'école a banalisé la présence de l'amiante dans ses locaux et serait donc responsable d'empoisonnement. 2 personnes seraient même décédées. Je viens lui dire tout ce qui se passe dans ma vie, voilà. Dès qu'une personne qui l'a connue meurt, je lui dis, ben voilà, il y a quelqu'un qui va arriver aujourd'hui, tâche de l'accueillir convenablement en arrivant au-dessus. Autrement, je lui parle des enfants, des petits-enfants, voilà. Françoise Goulier. Son mari Jean a travaillé 23 ans à l'ITELA. Il y était gardien des matériaux et des outils. Il y avait de la poussière qui tombait du plafond, donc c'était des plaques qui étaient au plafond. Et avec les vibrations des machines, la poussière tombait. Donc il se fait qu'à un moment donné, il s'est posé la question pour savoir c'était quoi cette poussière. Et il en a parlé au chef d'atelier et on lui a dit que c'était rien. C'était pas un problème et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Voici tout de suite l'école empoisonnée, un devoir d'enquête signé Alain Vassen et Charlotte Collin. Pour moi, ce dossier amiante, c'est grave. Il ne faut pas oublier qu'on joue quand même avec la vie des gens. Une école a-t-elle joué avec la vie de ceux et celles qui y ont depuis des décennies étudié ou enseigné? Je passe devant de temps en temps et bon, chaque fois je me dis, tiens, c'est là qu'il est allé tous les jours pendant 23 ans et qui s'est fait contaminer pendant 23 ans. L'une après l'autre, les plaintes se sont accumulées au palais de justice d'Arlon. Défaut de prévoyance, mise en danger de notre santé, accusent les plaignants. Ce qu'il faut établir, c'est que nous avons les éléments constitutifs d'une infraction. C'est pas uniquement est-ce qu'il y a une mise en danger, etc. On a fait vraiment des mesures très précises et les nouvelles sont rassurantes. Tout est nickel. Il n'y a pas de problème d'amiante. C'est une direction qui n'a pas cessé de mentir jusqu'à présent. Systématiquement, j'en amène les preuves. Faux, dit l'administration, qui dit au contraire pourchasser les fibres d'amiante partout où il en reste. Notre objectif, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de fibres. C'est pas de dire on va faire comme si on n'en avait pas. D'autres écoles ont aussi des problèmes d'amiante, mais le font savoir. Eux, comme l'autruche, la tête dans le sable. Ça, je ne suis pas d'accord. D'accord, pas d'accord. 2 camps irréductibles que nous avons mis face à face avant que la justice ne tranche. C'est une école qui pourrait bien se retrouver ici, à Arlon, sur le banc des accusés. Un enseignant, un conseiller en prévention, un ancien élève, l'épouse d'un magasinier décédé, tous sont écrits au juge, chacun avec leurs mots pour lui dire « J'accuse l'Institut technique d'Arlon, l'ITELA, d'avoir ignoré notre sécurité en ne nous mettant pas en garde contre l'amiante présente dans l'établissement. » L'ITELA, 700 élèves, des formations techniques et professionnelles, un internat, des cours du soir. Une institution dans la région arlonnaise. Ici, tout le monde connaît au moins quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est passé par l'ITELA. Le juge Langlois se retrouve avec sur les bras une affaire bien délicate. D'ailleurs, nous ne le verrons pas. Il n'a pas accepté de nous rencontrer. Un juge d'instruction n'a pas le droit de s'exprimer sur les affaires en cours. C'est un droit qui est prévu par la loi et qui est réservé exclusivement au parquet. La justice ne nous dira donc rien de l'enquête en cours. Nous cherchons ailleurs.
Récemment, un avocat qui défend 6 des 18 plaignants a pu voir le dossier. Il ne pouvait pas faire de copie, dommage. Mais de toute façon, il l'a trouvé pas très avancée, cette enquête. Nous avons eu accès au dossier en mai 2017. Grosso modo, vous avez 4 auditions. À mon sens, c'est pas encore assez loin. Mais voilà, on est au début du dossier. Même si les constitutions de partie civile ont été déposées maintenant il y a plus d'1 an, il faut que ce dossier avance. Je pense que l'instruction est diligentée de manière, dans des délais tout à fait raisonnables et qu'il y a des devoirs d'enquête qui sont en cours. Et ce que je peux quand même dire sur le fond du dossier, c'est que l'évolution de l'enquête est plutôt rassurante. Rassurante? Soit. Mais d'où sortent alors tous ces plaignants? Nous avons rouvert ce dossier que les médias avaient effleuré il y a quelques années. En mai 2003, le décès suite à un cancer d'une ex-femme d'ouvrage de l'établissement passe quasi inaperçu. On n'en parle guère à l'école. Mais son époux va se battre pour que soit reconnu le rôle qu'a pu jouer l'amiante dans la mort de son épouse. Il n'avait pas d'aspirateur dans cette école-là pour aspirer les poussières. C'était à la brosse. Les ouvriers travaillaient là-dedans, ils découpaient les panneaux parce que tout était à base d'amiante. Tableaux, portes et tout. Alors quand elle arrivait le matin, il y avait ça de fine poussière blanche. En 2008, le tribunal du travail se prononce et reconnaît la présence d'amiante dans les lieux où elle exerçait sa fonction. Tout aurait pu en rester là, mais en 2012, un enseignant, seul dans un premier temps, interpelle sa hiérarchie au sujet de l'amiante. Il donne cours d'électricité dans les ateliers. Il est de ceux qui ne lâchent jamais rien, toujours exigeant, en conflit fréquent avec ses supérieurs. Ça a tout de suite engendré des tensions. Il y a eu un effet boule de neige progressivement et qui a pris de l'ampleur au moment où j'envoyais un email dans lequel je signalais la présence d'amiante et le fait qu'on plaçait des ventilateurs au niveau des plafonds, donc des plaques picales, donc c'est de l'amiante brute, pour soi-disant souffler l'air hypothétiquement chaud qui se trouve au plafond vers le bas. L'homme ne reculera plus. Il se documente, écrit, ne rate aucune occasion d'alerter et entretient un véritable bras de fer avec la direction. On n'a pas arrêté de me chercher des noises, on m'a reproché tout et rien, succession de rapports négatifs pour un oui, pour un non. Oui, on n'a pas cessé d'essayer de trouver quelque chose pour me freiner, pour m'éjecter de l'école. Fin 2013, le cas de Guy Bastin, longtemps menuisier à l'ITELA, attise des inquiétudes. Le tribunal du travail reconnaît à cet homme une maladie professionnelle. Une affection bénigne de la plèvre provoquée par l'amiante. Dans les locaux de l'ITELA, la justice ne le dit pas. Mais Guy Bastin, lui, en est convaincu. Il s'est retiré dans le sud de la France. Il est suivi médicalement. Son état est stationnaire. Il ne veut plus parler de tout ça. Bon, il ne faut pas oublier qu'on joue quand même avec la vie des gens. Le problème de l'amiante, c'est qu'un étudiant ou une personne peut circuler dans le bâtiment pendant des mois ou des années, faire sa scolarité, sortir de là et tomber malade 30, 40 ans plus tard. Lorsqu'il sort de là et lorsqu'il tombera malade, qu'est-ce qui risque de se passer? On va dire, oui, mais vous avez été contaminé peut-être à l'amiante. Si on détermine que c'est de l'amiante, on va dire que c'est de l'amiante environnementale et tout le monde, retire son épingle du jeu. L'amiante est un tueur, et c'est une histoire belge. La multinationale qui exploite ce filon dans les années 60 est en effet belge. La Belgique a de tristes records du monde d'utilisation d'amiante par tête d'habitants, pas uniquement en raison des industries, mais on vient d'en parler du 50e anniversaire de l'incendie de l'innovation. Et donc, il y a eu une obligation de protéger contre l'incendie tous les grands bâtiments, les bâtiments publics. L'amiante n'a pas été mise là pour tuer les gens 50 ans plus tard, elle a été mise là pour des raisons bien précises. Et c'était un matériau particulièrement efficace. L'amiante sera utilisée massivement pour isoler et protéger du feu dans les années 70-80. Puis les pays européens l'interdisent. La Belgique parmi les dernières en 1998. Enfin, pourrait-on dire. Depuis plus de 20 ans, il ne faisait plus aucun doute que ces fibres peuvent provoquer de mortels cancers une fois installés dans nos poumons.
Paul de Vuist est pneumologue. Il dirige à l'hôpital Erasme un des rares services spécialisés où on suit durant des années ceux et celles qui ont été contaminés par l'amiante. Videz, et inspirez à fond. Et soufflez très fort. Encore. Et voilà, c'est terminé. Votre mari, qui est décédé depuis lors, était projeteur d'amiante, a fait de la projection d'amiante dans les bâtiments. Et vous aviez l'habitude de nettoyer les vêtements et son sac, ce qu'on appelle une exposition paraprofessionnelle. Je suis effectivement confronté à des questions de la part de personnes individuelles, qui soient enseignants, qui soient élèves, parents d'élèves, qui essayent d'évaluer le risque auquel ils sont exposés. Donc ça, c'est une question très difficile pour laquelle, finalement, le médecin n'a pas la réponse. Beaucoup de gens dans notre pays, en tout cas dans la communauté française, ont été soumis au risque potentiel. Les fibres d'amiante infectent lentement les poumons ou la plèvre et enclenchent parfois une maladie 25 ou 30 ans après qu'on les ait respirées. La peur est rationnelle, ou en tout cas la crainte d'avoir une maladie de l'amiante est rationnelle. Si vous cumulez le fait qu'il ne faut pas nécessairement avoir une exposition monstrueuse pour faire la maladie, que le risque perdure toute la vie et que c'est une maladie très dangereuse, bien entendu, ça justifie une anxiété par rapport à un diagnostic ou par rapport à la maladie. Nous faisons le tour de ceux qui ont aujourd'hui rejoint le premier enseignant et déposé plainte contre leur direction pour imprévoyance. Pendant ces années où vous travaillez à l'ITELA, est-ce qu'il y a des conversations ou des choses qui sont échangées concernant l'amiante? Non. Aucune. Aucune. Mais je disais quand même aux élèves de cours du soir que la partie qui recouvre le plafond, donc ce flocage-là, je me disais, mais enfin, quand je vois comme ça tombe, je dis, c'est quand même pas normal, sans savoir ce qu'il en était. Et ça m'intriguait. Énormément de poussière dans ces ateliers? Énormément. Énormément. Quand le soleil se couchait côté ouest et donnait dans la baie vitrée de l'atelier soudure, on voyait un nuage en permanence. Je me disais quand même, ce n'est pas le fait de balayer qui provoque tout ça. Et puis bon, on faisait avec, et puis c'est tout. Voilà. Nous, notre travail tous les jours, donc quand on travaillait dans les ateliers, c'était en fin de journée de balayer tous les ateliers. Et donc, vous pensez bien que tout ce qui était dans les plafonds, on descendait sur le sol et donc on balayait nos ateliers tous les jours et à mon avis, on a dû en respirer pendant pas mal d'années quand même. Je me rendais de temps en temps aux journées portes ouvertes à l'ITELA. Et en mai 2016, j'ai été dire bonjour, voir un peu ce qui se passait. Et puis c'est là que je rencontre une personne, je ne vais pas citer son nom puisque je ne veux pas qu'il y ait de problème, qui travaille à l'ITELA et puis qui me dit « Tu viens t'inscrire ?» pensant que je venais m'inscrire comme élève à l'école. Je dis « Non, j'ai travaillé 18 ans moi ici. » « Comment ça qu'il me dit ? » Oui, en cours du soir. Et c'est là que cette personne-là m'a dit « Il y a un problème sur l'amiante, va voir telle et telle personne et tu seras vite fixé. » Quand surgit ce problème concernant l'ITELA, vous ne découvrez pas ce qu'est l'amiante, vous connaissez ce problème-là. Tout à fait. J'ai même été à des colloques au niveau de l'amiante. On a rencontré des gens qui ont eu des cancers suite à l'amiante et je me suis rendu compte que c'était quand même des maladies assez graves. Et je ne comprends pas qu'une école ne réagisse pas devant ces problèmes-là. Le problème, c'est qu'on fait l'inventaire amiante qui est assez conséquent. On repère tous les endroits où se trouve l'amiante. Et entre 2003 et 2012-2013,
au moment où M. Faucon et moi-même on soulève de nouveau le problème, pas d'inventaire amiante. Quand M. Hortmans commence à s'intéresser à l'amiante, tout naturellement, il en parle avec vous puisque vous êtes le conseiller prévention. Oui, il vient me voir dans mon bureau. Il me demande à consulter l'inventaire asbeste, donc amiante. Vous pouvez lui donner à ce moment-là? Oui, dans ma formation, ils disent que toute personne entrant dans l'établissement peut consulter à sa demande l'inventaire asbeste. D'ailleurs, ce n'est pas un droit, mais une obligation de le montrer aux personnes de l'établissement. Dominique Faucon ne le sait pas encore, mais il vient de s'engager dans un conflit frontal avec sa direction. Janvier 2015, à l'ITELA. En dépit de ce qu'affirment les plaignants, l'école n'a jamais rien fait. Des travaux sont effectués sur un plafond dans les ateliers. Il faut encapsuler, comme on dit, tapisser, puis peindre les plaques de plâtre amiantées pour ne pas qu'elles s'effritent et libèrent leurs fibres. On commence à faire des travaux. Bon. Là, M. Faucon, une femme de ménage et des étudiants confirment que les travaux ont été faits en présence des étudiants, ce qui n'est déjà pas normal, et sans aucune tenue de protection, ce qui est totalement aberrant. Nous avons retrouvé un des deux ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier. Il ne travaille plus aujourd'hui dans le bâtiment. Il va nous confirmer, mais en partie seulement, la version des plaignants. L'homme d'entretien vient nous parler du problème d'amiante. Donc nous, on soulève le problème du côté de notre entreprise. Et on a eu un retour, comment on va dire, comme s'ils en avaient, que ça ne les intéressait pas. Enfin, ça ne les préoccupait pas vraiment plus que ça, parce que soi-disant c'était déjà isolé, on leur avait... Donc on nous a donné un masque en papier, des petits masques en papier, une petite combinaison en papier, pour finir le chantier. Pourtant, vous voyez, vous, dans ce plafond, qu'il y avait une circulation d'air, par exemple. Oui, il y avait une circulation d'air, ça c'est garanti. Mais Thomas Capel est formel sur un point. Il n'y avait pas d'élèves dans cet atelier pendant les travaux. Quand vous travailliez dans cet atelier, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui continuaient, par exemple, à y suivre cours ou pas? Ah non, ça non. Non, on est en train de voyager avec les nacelles, c'est interdit. Donc vous étiez les seuls exposés? Ouais. Pendant qu'on travaillait. Mais sinon, tout au long de l'année, ils étaient exposés. C'est vrai que les plafonds sont hauts, mais quand même. Je viens lui dire tout ce qui se passe dans ma vie, voilà. Dès qu'une personne qui l'a connue meurt, je lui dis, ben voilà, il y a quelqu'un qui va arriver aujourd'hui, hein. Tâche de l'accueillir convenablement en arrivant au-dessus. Autrement, je lui parle des enfants, des petits-enfants, voilà. Françoise Goulier. Son mari Jean a travaillé 23 ans à l'ITELA. Il y était gardien des matériaux et des outils. Il y avait de la poussière qui tombait du plafond, donc c'était des plaques qui étaient au plafond, et avec les vibrations des machines, la poussière tombait. Donc il se fait qu'à un moment donné, il s'est posé la question pour savoir c'était quoi cette poussière. Et il en a parlé au chef d'atelier et on lui a dit que c'était rien. C'était pas un problème et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. À 6 mois de la retraite, en 2010, il décède à l'hôpital d'un cancer au sujet duquel les médecins vont suspecter l'amiante. Quand les docteurs à Montgodine lui ont posé la question s'il travaillait en milieu amianté, parce que son cancer avait mis la puce à l'oreille au médecin quand même, il a dit non. C'est seulement 2 ans après, quand on est venu me parler des problèmes d'amiante qu'il y avait à l'école, que là je me suis dit, ça fait tilt. Et bon, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de porter plainte. Mais la direction de l'école n'est pas responsable du fait qu'il y avait de l'amiante? Ah non, et pas du tout. Mais il est responsable du déni. Ça oui. D'avoir nié
d'avoir nié qu'il y avait de l'amiante à l'école et d'avoir voulu sanctionner de différentes façons toutes les personnes qui s'en inquiétaient. Je me sens un devoir de continuer parce que c'est lui rendre justice et c'est rendre justice à tous les élèves et tous les professeurs et toutes les personnes qui ont travaillé dans un milieu amianté, qui ne le savaient pas et qui risquent d'en payer les conséquences un jour ou l'autre. Donc rester sans rien faire, c'est vraiment continuer à faire comme l'école, un déni et être lâche, quoi, finalement. Donc c'est un geste que je fais surtout pour lui et pour tous les autres qui risquent d'être malades un jour. Voilà. Nous rencontrons Ilse van Liesbeth. Elle est journaliste à la VRT. Sa maman était enseignante en Flandre. Quelques mois après la pension, celle-ci, qui n'avait jamais rien eu, tombe gravement malade. Les médecins commençaient à nous demander mais est-ce qu'elle avait dans son histoire être en contact avec l'amiante. Mais on était surpris parce que ma maman, elle était enseignante dans une école. Elle n'a jamais travaillé dans une usine où on travaille avec l'amiante. Elle était enseignante dans une école. Les médecins, on a demandé de faire notre travail, de penser est-ce qu'elle avait un contact avec l'amiante. Donc on a pris contact avec son ancienne école parce qu'elle était déjà pensionnée. Et on a vu dans les inventaires de l'école qu'il y avait de l'amiante dans la classe où elle avait enseigné pendant plusieurs années. Après le décès de sa maman, Ilse van Liesbeth va faire son travail de journaliste. Elle va s'apercevoir qu'en Flandre aussi, l'amiante fait peur. C'était difficile, surtout les écoles. Ils ont vraiment peur de parler de ce sujet-là. Heureusement, l'école de mon fils, elle était vraiment ouverte. Je pouvais aller sur l'école et on m'a fait un petit tour parce qu'eux aussi, il y avait de l'amiante dans l'école. Pas beaucoup, mais il y avait. Mais quand j'ai téléphoné à des autres écoles, c'était vraiment difficile. C'était presque toujours non, on veut pas parler de ce problème, ça. On avait peur, je crois. Ouais. Philippe Giberti est le directeur de l'ITELA. Ce jour-là, il tient à nous montrer que son école ne néglige pas le problème de l'amiante. Ici, on voit ici que justement tout ce qui est couverture a été... on a posé les pictogrammes. En fait, ce sont les sociétés qui font les entretiens et qui doivent le faire. On dit dans les écoles, mais mettez-en sur tous les matériaux où il y a de l'amiante. Ça, vous ne le souhaitez pas? Non, mais on ne doit pas le dire. L'indiquer pourrait faire paniquer des personnes. Et d'ailleurs, il y a une circulaire qui a été faite dans le début des années 2000 qui précise que dans les établissements scolaires, nous n'avons pas besoin de l'indiquer. Ce n'est pas du tout conseillé. Voilà par exemple le genre d'endroit, coffret électrique, qui fatalement, en cas où, on espère que ça n'arrive jamais, mais il y aurait un problème, qui est encadré par des panneaux contenant de l'amiante, mais il faut bien sûr de nouveau mettre le pictogramme et préciser. Quand il est nommé à son poste en 2009, le directeur hérite du passé, mais estime avoir toutes ses assurances concernant l'amiante.
Je suis informé de l'inventaire et en plus, en regardant le dossier sécurité, il y a une note de service faite par le conseiller en prévention de l'époque qui signale que tout est en ordre. Donc on ne s'inquiète pas plus que cela dans la mesure où, avec la ligne hiérarchique et les personnes qui sont là, il n'y a aucun problème pour gérer. L'inventaire amiante, obligatoire dans toutes les écoles, existe bien à ce moment-là à l'ITELA. Il date de 2003. Nous l'avons consulté. Des matériaux amiantés dans 2 locaux, la chaufferie, le hall sportif, y étaient pointés en priorité A, à enlever de toute urgence. Nous ne savons pas quand ont été faits les travaux, mais ces matériaux-là, aujourd'hui, n'y sont plus. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas d'amiante dans des bâtiments qui datent des années 70, bien sûr qu'il y en a, mais tout est sous contrôle, la gestion est sous contrôle. Et voilà, et lors de réunions générales avec les membres du personnel, ça leur a bien été expliqué, tout comme il leur a été rappelé d'être effectivement très prudent dans, je ne sais pas, lorsqu'un tableau dans une classe est abîmé, si on ne sait pas, donc être prudent dans ce que l'on fait et comment se comporter vis-à-vis de la présence d'amiante dans l'établissement. Un tout est sous contrôle qui a prévalu encore au début de notre enquête. Durant des semaines, écoles et directions de l'enseignement vont même se montrer exaspérés par ces soupçons qui reviennent sans cesse. Finalement, directeurs, communautés françaises et bâtiments scolaires n'accepteront de s'exprimer qu'en faisant bloc. Ils viendront, mais ensemble, pour s'expliquer. Philippe Giberti, c'est le directeur. Didier Le Turc, c'est son chef, directeur adjoint de l'enseignement, mis en cause lui aussi par des plaignants. Mathurin Smos, actuel directeur général du service des infrastructures scolaires. L'entretien des bâtiments, les travaux de désamiantage, leur financement, c'est lui. La sécurité est toujours la priorité. Pour reprendre le cas de l'amiante, dans nos inventaires, en fait, on a une classification de priorités qui existe. Et dès que nous sommes en priorité 1, pour simplifier, ce sont ces travaux qui sont réalisés d'office. Donc eux sont programmés directement. Là, on n'attend pas. Lorsqu'on a des priorités qui peuvent être, je dirais, dans la durée, par exemple une tablette de fenêtre, parce qu'on a beaucoup d'applications d'amiante dans les bâtiments, une tablette de fenêtre, pour autant qu'il n'y ait pas de raison objective d'aller faire des travaux sur cette tablette, les fibres sont noyées dans le ciment, elles ne vont pas être inhalables. Dans ce cadre-là, évidemment, cette tablette n'est pas la priorité des travaux à réaliser. Dans le cas qui nous occupe à l'ITELA, nous avons des rapports d'une société qui n'est pas une petite société, qui est la société Vinsot, qui nous dit à 3 reprises ces dernières années, tout est nickel. Il n'y a pas de problème d'amiante. Il y a la médecine du travail qui se prononce en 2012. La médecine du travail, ce n'est pas le directeur de l'école, c'est un médecin responsable qui dit il n'y a pas de problème. Donc face à des craintes qui sont humaines, qui sont normales, la réponse elle est rationnelle. Maintenant, les réponses rationnelles sont-elles suffisantes pour apaiser les craintes? Probablement jamais. Voilà un des endroits qui a créé notamment polémique, puisque les plafonds sont des plaques de Pical, qui est constitué avec notamment de l'asbeste légèrement friable. Cela dit, c'est friable quand on frappe dessus, quand on ponce, quand on fore, et ça, on n'a pas le droit. C'est là qu'ont été faits les fameux travaux que les plaignants ont dénoncés dangereux. Il s'agissait de poser de la fibre de verre et de la peinture spéciale sur des plaques qui étaient déjà protégées, qui étaient déjà encapsulées. Il n'y avait donc pas de risque majeur. Et par rapport à vos étudiants? Les étudiants ont été évacués des ateliers. Il n'y avait bien sûr aucun étudiant qui était présent dans les ateliers durant les travaux. Il y a pourtant dans le dossier la déclaration d'un élève qui affirme que ce sont les étudiants qui brossaient les ateliers en fin de journée. Si c'est vrai, les enquêteurs pourront peut-être trancher. S'est-on au moins assuré que ces travaux n'avaient pas libéré de l'amiante? Pour vérifier qu'il n'y ait plus de fibres d'amiante résultant des travaux de désamiantage, on libère les lieux par la réalisation d'une analyse d'air. Donc évidemment, on en est informé pour pouvoir clôturer, je dirais, le chantier. Et ça a été fait à Arlon? Oui, tout à fait. Analyse rassurante, en effet. Nous les avons consultées, mais elles sont contestées par les plaignants.
Et puis il y avait eu aussi en 2010 le décès de M. Goulier, peut-être dû à l'amiante. N'était-ce pas une alerte sérieuse? Déjà, nous n'avons été avertis de rien à ce niveau-là. Le décès a eu lieu, bien sûr. C'est quelqu'un qui a quand même travaillé pendant 20 ans dans la sidérurgie et qui a participé au démantèlement des usines à Attu. Voilà, il y a un problème, ça nous attriste, bien sûr. La personne est décédée, mais rien ne prouve, dans la mesure où les mesures d'air faites dans l'établissement et la gestion est en ordre. En partie vrai seulement, nous avons vérifié. Jean Goulier a bien travaillé dans la sidérurgie tout jeune, à Attu, mais 10 ans, pas 20. Assez malgré tout pour instiller le doute. Nous prenons contact avec Éric Jonker. Il est le président de l'ABEVA, l'association belge des victimes de l'amiante. Il sait de quoi il parle. Son papa, ingénieur chez Eternit, sa maman et 2 de ses frères qui habitaient près de l'usine sont décédés d'un cancer lié à l'amiante. Maman, quand elle a appris qu'elle aussi avait été atteinte d'un cancer de l'amiante et a appris que ses 5 enfants étaient eux aussi contaminés, a été reçue par la direction d'Eternit qui lui a proposé un plan d'indemnisation privée. Ce plan qu'elle a refusé parce que ça allait la clouer au silence. Et c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas concevoir. Donc c'est pour ça que Françoise Jonker a été pour l'instant la seule à intenter à réussir une action judiciaire contre Eternit. La justice belge a donc déjà prononcé une condamnation dans un dossier amiante. Condamnation confirmée en appel au printemps 2017. Mais cela concernait l'usine qui fabriquait et commercialisait des matériaux amiantés, pas une école ou un autre lieu de travail. Éric Jonker sait que ses poumons sont infestés de fibres d'amiante et qu'elles peuvent provoquer un cancer des poumons dont on ne se relève pas. Nous voulons que les pouvoirs publics prennent la chose en main et mettre la signalétique indispensable là où il y a une présence d'amiante, parce que c'est à partir du moment où la signalétique manque et où les gens se mettent en contact, chotent dedans, cassent ces matériaux, que les fibres sont libérées. Moi, je prône la transparence, c'est quelque chose que nous demandons à chacune de nos rencontres avec des ministres et des directeurs d'école. Malheureusement, ce n'est pas la voie qu'on choisit souvent. La direction voit en Daniel Hortmans le grand instigateur de ce qui est pour elle une cabale contre l'école. Nous avons comparé les différentes plaintes. Elles ont une même tonalité, et certaines renvoient même ouvertement à Daniel Hortmans. Mais les témoins que nous avons rencontrés se défendent de toute manipulation. Vous avez été manipulé par Daniel Hortmans? Absolument pas. Absolument pas, parce que d'ailleurs, c'est pas Daniel qui est venu vers moi, c'est moi qui ai été voir Daniel. Parce que j'ai appris que voilà, il y avait une personne qui avait entamé quelque chose vis-à-vis de l'école. Donc moi, j'ai été prendre des renseignements. Je n'avais jamais vu ce monsieur avant. Et il m'a expliqué toutes les démarches qu'il avait déjà faites. Donc moi, automatiquement, j'ai entamé les mêmes procédures. En toute responsabilité? En toute responsabilité, bien sûr. D'un, je n'ai pas des poupées vaudou pour manipuler qui que ce soit. De deux, je pense que ce sont des adultes qui ont des motifs vraiment légitimes à déposer plainte. Et j'espère que peut-être encore d'autres personnes qui peut-être maintenant sont à l'hôpital ou ont eu des membres de leur famille à l'hôpital décédés de cancer un petit peu douteux, etc., vont peut-être aussi encore déposer plainte. Mais tant mieux. Tant mieux. Et les plaignants contre-attaquent. La direction, elle, a souvent fait pression. Ce n'est pas le cas de tous les plaignants, mais certains plaignants se plaignent d'avoir subi des pressions, que ce soit des parents d'élèves, des professeurs, des personnes d'entretien qui ont connu des tentatives d'intimidation de la part de cette direction. Monsieur Faucor, au moment où lui a soutenu mes propos, on a directement essayé, et document à l'appui, on a directement essayé de l'écarter de son poste de conseiller en prévention. Pourquoi? C'est un petit peu comme si on écartait un agent de police parce qu'il a signalé un cambriolage. C'est tout aussi aberrant. Ils m'ont repris mes fonctions de conseiller en prévention. Ils m'ont mis en dehors de mon bureau de conseiller en prévention. Ils ont changé le barillet de la serrure et ils m'ont repris mon PC. À l'entendre, l'homme va alors aller de brimade en brimade. Il tombe une première fois en maladie et est absent quelques mois.
Quand je suis revenu après ma dépression, mon bureau était totalement vide, là. Donc j'avais accès au bureau, mais il n'y avait plus rien, ni une pièce vide. Et alors la direction m'a dit, ben oui, on t'a mis dans un grenier à l'autre bout de l'école. Donc j'ai mis 15 jours à nettoyer ce grenier pour en faire un bureau. Le monsieur a eu un problème je dirais, relationnel avec un chef de travaux à l'époque. Il a porté plainte pour harcèlement. Le SPF est venu pour faire réaliser une conciliation et nous a conseillé d'écarter les personnes. Le chef de travaux ayant son bureau dans mon couloir, le conseiller en prévention a été déplacé dans le plus beau bureau de l'établissement, le plus grand, le plus spacieux. Il a même eu le luxe de le repeindre comme il voulait, de s'organiser comme il veut. Je ne vois pas en quoi il y a du harcèlement. Mais la pression ne se relâchera plus. Moi, je me retrouvais seul à table. On était 8 à table le midi. Ça fait 13 ans que j'étais là-bas. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul. Ils allaient à d'autres tables. L'offensive de la direction contre Daniel Hortmans sera plus dure encore. Mais pour des raisons professionnelles, dit-elle, sans lien avec l'amiante. Mon rôle de directeur, c'est quand même de m'assurer à ce que la pédagogie soit respectée et que les enseignants fassent leur travail. À partir du moment où on remarque des dysfonctionnements, on se doit de les signaler. Dès 2011, rapports défavorables et recours administratifs se succèdent. Hortmans se défend et s'en sort à chaque fois. Chaque reproche, il y a réponse avec justificatif détaillé, avec annexe, etc. Donc je démontre par A plus B que l'accusation qui m'est portée n'est absolument pas fondée. Mais on continue. Et cela ira jusqu'au tribunal. L'enseignant sera accusé par l'école d'avoir négocié des questions d'examen avec des élèves. Il est condamné à Arlon, mais s'en sort en appel. La Cour d'appel de Liège a considéré que M. Hortmans n'était pas coupable de cette tentative de corruption. Daniel Hortmans est pourtant toujours suspendu, en attente d'un ultime arbitrage de la justice concernant un soupçon de faux en écriture. Mais il est aussi à son tour avec les autres plaignants, accusateurs de son école. Il a jugé bon de contre-attaquer. Contre-attaquer en déposant plainte à la justice, ce qui est son droit le plus absolu. Que des personnes décèdent d'amiante, c'est un drame humain d'abord et avant tout. Qu'ils aient été contaminés par l'amiante, la médecine peut le prouver. Qu'ils aient été contaminés dans un lieu précis, à un moment précis, personne ne pourra jamais le prouver. Et donc, un établissement scolaire est un endroit où l'amiante est présente. Dire que c'est sur le lieu de ce travail que les personnes ont été contaminées et en sont mortes, ça c'est impossible. Contaminées sans qu'on sache toujours où, des centaines de personnes meurent encore chaque année en Belgique d'un cancer lié à l'amiante. Les chiffres officiels sont bien en deçà de la réalité. Nous avons des contacts avec les organisations de victimes dans les pays limitrophes et il a été établi que dans ces pays-là, l'amiante tue plus que les routes. Alors que chez nous, les chiffres officiels ne parlent que de 300-350 victimes par an, alors que l'on sait très bien qu'on est bien au-delà. Parmi les plaignants d'Arlon, 3 ont obtenu en 2015 une attestation de la médecine du travail. Ils ont travaillé dans un milieu potentiellement amianté. Un autre, un an plus tard, se verra pourtant refuser cette même attestation. Nous avons contacté l'administration. Elle s'explique. Entre-temps, des analyses d'air avaient été faites dans l'établissement et elles étaient négatives. À ce jour, aucun plaignant ne s'est soumis au dépistage qui aurait pu déceler la présence de fibres d'amiante dans les poumons. À l'administration des bâtiments scolaires, on joue dès lors l'apaisement. La volonté de pouvoir réduire l'ensemble des matériaux, je veux dire, qui présentent un certain danger ou un certain risque, ça, elle est présente. Et je pense qu'on arrive tout doucement au bout de la catégorie 1, c'est-à-dire la plus dangereuse. Je crois qu'il n'y a quasiment plus de bâtiments, en tout cas occupés. Il faut évidemment renforcer un petit peu les budgets de ce côté-là. On pourrait peut-être envisager un système où la grande multinationale qui a amianté la Belgique et l'Europe entière ne puisse pas, à présent, participer à un fonds pour venir en aide financièrement à ce travail de désamiantage. Ceux qui ont déposé plainte contre l'ITELA s'inquiètent. Ils sont sans nouvelles. Ils craignent que la justice abandonne leur dossier.
La question de la prescription peut toujours se poser, mais ça c'est dans le cadre de tous les dossiers. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où l'affaire est en cours d'instruction ou en cours d'information, il n'y a pas d'inquiétude majeure à se faire à ce niveau-là. Notre enquête s'est achevée sur une étrange découverte. Des travaux de désamiantage complet de l'ITELA ont bien été évalués en leur temps par l'administration des bâtiments. 2 millions d'euros à dégager sans que personne puisse aujourd'hui nous assurer quand ce sera possible. Si on débourse 2 millions d'euros, c'est pas pour rien. Donc ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même une nécessité de sortir ce budget-là pour enlever ce produit-là. Donc ça confirme bien que ce que M. Faucon et moi, on a signalé, n'était pas des propos lancés en l'air pour le plaisir de les lancer en l'air. Les plaignants ne lâcheront rien. À l'ITELA, malgré la foire d'empoigne et aujourd'hui la menace d'un éventuel procès, on ne regrette rien. Je pense que la situation à Arlon, je ne pense pas, je suis certain, a été parfaitement gérée. Nous sommes dans des bâtiments qui accueillent à la fois une école secondaire qui accueille 800 élèves, une école de promotion sociale qui accueille plus de 1500 inscrits et une haute école. Vous pensez bien que si cet environnement était tellement dangereux, s'il y avait un danger de mort, toutes ces personnes fuiraient l'ITELA et le site de l'ITELA. Alors moi, ce sera à refaire, je fais exactement de la même manière. Sur le volet amiante, ce sont des personnes qui essayent d'utiliser ce principe-là pour faire du tort à l'établissement et pour ou me nuire ou nuire à ma hiérarchie. Quand la justice aura vraiment lié tous les fils de cette problématique, on aura la vérité judiciaire. La quasi-totalité des écoles disposent bien d'un inventaire amiante. Rarissimes par contre sont celles qui indiquent clairement, dans tous leurs locaux, ces matériaux amiantés. Aucune de celles que nous avons contactées ne veut prendre ce risque. Ce serait pourtant le meilleur moyen de se protéger. Décidément, oui, l'amiante fait peur. Sachez qu'il y a quelques jours, Daniel Hortmans a été définitivement blanchi de l'accusation de faux en écriture que l'école avait portée devant les tribunaux. Quant à la polémique concernant l'amiante, elle n'est manifestement pas prête de s'éteindre. Voilà, c'est avec ces informations que se termine votre magazine judiciaire. Rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux devoirs d'enquête. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sacha Daoud et à votre avis.